on va parler du contrôle et de la régulation des dépenses de santé, puisque bien évidemment, c'est un sujet qui est d'actualité vu la situation du RUAM. Mais avant, je vais vous parler de quelques chiffres sur la santé en Nouvelle-Calédonie, de manière générale. Donc, la consommation médicale totale en Nouvelle-Calédonie en 2012 s'élevait à 83 milliards de francs. En 2014, on est aux alentours de 100 milliards de francs. La première question que je voudrais poser, mais dont on ne va pas débattre aujourd'hui, c'est: est-ce que vous êtes satisfait de ce montant de dépenses? En clair, est-ce qu'on en a pour notre argent? Est-ce qu'une telle somme est dépensée de manière à assurer l'équité, la qualité des soins que nous attendons? Ça, c'est la première question, parce que sur les dépenses de santé, on va parler maîtrise, on va parler régulation, mais la question de fond, c'est à quoi servons-nous? Est-ce que pour les patients, est-ce que pour chaque Calédonien, cette somme est dépensée à bon escient? Alors après, si on veut faire des comparaisons, alors je fais des comparaisons avec la métropole, parce que c'est le plus facile. Nous avons une consommation médicale par habitant qui est en Nouvelle-Calédonie de 322 000 francs. Vous voyez que le montant est finalement assez proche de la France métropolitaine, avec une consommation médicale par habitant de 341 000 francs. Ce sont les chiffres 2012. Pourquoi je vous donne des chiffres 2012? Simplement parce que c'est les derniers chiffres pour lesquels nous avons des données assez précises. Donc, au global, je dirais, on n'a pas une consommation médicale qui semble démesurée. Et quand on regarde la part des dépenses de santé dans le PIB, eh bien là aussi, on se trouve dans des situations assez similaires de pays développés qui ont un système de protection sociale de notre niveau. Vous voyez que l'Australie, le pays voisin, est à 9,4% de son PIB. La Nouvelle-Calédonie consacre 10,8% de son PIB aux dépenses de santé. En Europe, l'Allemagne et la France sont assez similaires, 11,3%, 11,6%. Et enfin, la première place est détenue par les États-Unis qui, bien qu'ayant une large part de ses dépenses de santé gérées par des systèmes privés, a abouti à une part très importante dans son PIB, et c'est probablement la voie inexorable vers laquelle nous allons. Comme toujours, les États-Unis montrent l'exemple ou la voie. Ce qui nous différencie, cependant, et qui fait qu'il faut être très vigilant, c'est que nous avons, en comparaison de ces pays, une population beaucoup plus jeune. Et donc, nous avons moins de personnes âgées, et vous savez tous qu'évidemment, ce sont les personnes âgées qui coûtent dans les dépenses de santé. Donc, en Nouvelle-Calédonie, la proportion des plus de 64 ans, c'est 8,5%. Vous voyez qu'en métropole ou en Australie, on est à 17 et 14%. Donc il faut quand même se préoccuper et non pas se satisfaire de comparaisons un peu hâtives avec d'autres pays. Alors on va faire un zoom sur les dépenses du RUAM. Je commence par un zoom qui n'est pas terrible. Voilà, donc les dépenses de santé gérées par le RUAM ont triplé depuis la naissance du régime. On était en 2002 à moins de 22 milliards de francs de dépenses de santé. En 2014, on est à 58 milliards. Je tiens à dire que ce chiffre, en plus, il est amoindri. Ce n'est pas tout à fait la réalité. Comme je vous l'ai indiqué, ce sont les dépenses de santé de l'année N réglées à N plus 2 mois. Ça veut dire que pour l'année 2014, 58 milliards, c'est tous les actes de soins de l'année 2014 que nous avons payés au 28 février 2015. Si nous les avons payés ultérieurement, elles n'entrent pas en compte dans ces dépenses. Alors, on peut payer ultérieurement parce que les factures nous arrivent plus tard ou parce qu'on est particulièrement lent, mais aussi nous payons ultérieurement des montants importants, tout simplement parce que nous n'avons pas de trésorerie. Donc il y a des choses qu'on ne paye pas, et je parle de milliards de francs en jeu, qui ne sont pas dans ces 58 milliards et que nous ne payons pas parce que la situation du régime, c'est un état de cessation des paiements. On va en parler tout à l'heure. Donc les dépenses... Excusez-moi. Je l'ai catastrophé. Pas du tout, vous êtes juste devant moi. Ah, je prends l'air. Donc les dépenses de santé ont triplé, cela suscite forcément des réactions. En voici une. Moi, je me demande ce qui est mis en place pour contrôler les dépenses de santé.
Je suis un peu désolée parce que je ne vais pas répondre à cette question directement. Je trouve que si on fait sérieusement notre travail et si on veut vraiment parler de maîtrise des dépenses de santé, ce n'est pas la peine de vous faire une liste que vous connaissez tous de ce que l'on peut faire pour maîtriser les dépenses de santé à court terme. Je pense que ce qui est intéressant, c'est de partager une réflexion sur la régulation et la maîtrise des dépenses de santé de manière pérenne. Et pour maîtriser et réguler les dépenses de santé, il faut savoir de quoi on parle et il faut savoir comment on les analyse. Donc il y a plusieurs grilles d'analyse, c'est important de bien le comprendre. Je donne toujours l'exemple, c'est comme une map monde. Si vous êtes en Europe, vous avez une vision de la Terre avec l'Europe et l'Afrique en dessous, vous êtes au milieu de la carte. Si vous êtes aux États-Unis, en Chine ou en Australie, vous aurez une vision de notre Terre tout à fait différente. C'est toujours la même bonne vieille Terre, mais seulement la manière dont vous allez réagir et la manière dont vous allez voir les enjeux est différente. C'est pareil pour les dépenses de santé. Alors il y a 3 grilles d'analyse. La première grille d'analyse, c'est celle à laquelle tout le monde pense spontanément, une analyse par poste de dépenses. Est-ce que les dépenses de pharmacie, d'ambulance, de médecins, d'infirmiers ont augmenté, pas augmenté, comment on peut les maîtriser? La deuxième piste d'analyse, c'est une analyse par type d'assurance. Là, c'est un peu plus précis et c'est plus spécifique au RUAM, c'est-à-dire que nous avons différents types d'assurance, l'assurance maternité, le petit risque, la longue maladie. On peut regarder en fonction des types d'assurance ce qui nous coûte le plus cher et analyser ce que l'on peut faire sur ce sujet-là. Et enfin, la troisième grille d'analyse possible, c'est par type de pathologie. Donc, en fait, une analyse médicalisée des dépenses. On va en parler tout à l'heure. À chacune de ces grilles d'analyse, il y a différents types de réponses. D'abord, on découvre des choses différentes. Et puis, à chaque fois, il y a des différents types de réponses. On peut faire une contrainte par les tarifs. Bon, c'est assez efficace. En 2012, on a baissé le prix des médicaments. Cette année-là, les dépenses de pharmacie ont coûté moins cher que l'année précédente. On peut faire une optimisation des parcours de soins et des organisations, essayer d'éviter les actes redondants, essayer de promouvoir la collaboration entre professionnels de santé, essayer de faire le juste soin au juste coût. Évidemment, il y a une partie contrôle qui est importante, qui est chez nous à la fois managée par notre contrôle médical et par le pôle gestion du risque. Et enfin, on peut aussi avoir une analyse de contraintes par le budget, décider que la Nouvelle-Calédonie, eh bien, elle a un budget et qu'elle ne peut pas consacrer plus que ce que l'on veut, une somme déterminée aux dépenses de santé. Alors on va commencer par l'analyse par poste de dépenses. Simplement un slide pour montrer l'évolution des principaux postes de dépenses, toujours depuis la création du RUAM. Vous voyez que tout en haut, les lignes vertes et rouges, ce sont les 2 prestations qui augmentent le plus. L'hôpital public, c'est la ligne rouge. Encore une fois, il manque des choses sur cette ligne, puisqu'on est toujours sur des dépenses de santé arrêtées à la fin de l'année et à 2 mois plus tard. Et particulièrement pour l'hospitalisation publique, il y a des choses que nous ne réglons pas. Donc la ligne rouge devrait même être légèrement au-dessus de la ligne verte. Et la ligne verte, c'est le secteur privé ambulatoire, c'est les médecins, les infirmiers, les ambulanciers, tout le secteur libéral, hors clinique. Enfin, le 3e poste, ce sont les EVASAN, la ligne orange en bas de mon graphique. Alors la répartition par poste de dépenses en 2014, elle n'a pas beaucoup varié cette répartition d'une année sur l'autre. Globalement, on a toujours le secteur hospitalier, les 2 gros pans de nos dépenses, le secteur hospitalier, le secteur libéral, en 3e les EVASAN, en 4e les cliniques, le secteur privé hospitalier, et puis le poste bleu, ce sont les prestations en espèces. Les entreprises contribuent pour 75% du RUAM par leur cotisation patronale. À cette contribution s'ajoutent les indemnités journalières qui sont versées par les entreprises pour tout ou partie lors des arrêts maladie pour maladies non professionnelles.
Alors même que le RUAM intervient en second payeur, les dépenses d'indemnité journalière ont explosé ces 10 dernières années et leur montant a été multiplié par 3. Cette tendance s'accélère puisqu'entre 2013 et 2014, les dépenses ont été augmentées de 10%. J'aimerais savoir quelles sont les mesures que la CAFAT compte entreprendre pour réduire cette dépense. Merci. C'est une question qu'on nous pose souvent en fait. Alors, simplement pour rappeler, 7% de nos dépenses, ce sont les prestations en espèces. À l'intérieur du poste prestations en espèces, j'ai une répartition en, on va dire, 3 parties, 3 tiers, 2 gros tiers et un petit tiers. Donc, un gros tiers, ce sont les indemnités maternité. Un gros tiers, ce sont les indemnités journalières, donc les arrêts de travail dont parle maintenant. Et le reste, ce sont les pensions d'invalidité et le capital décès. Alors donc, les prestations en espèces, c'est 2,6% des dépenses de santé. C'est 1,5 milliard de francs. C'est un poste, effectivement, qui connaît une évolution assez tonique depuis plusieurs années. Alors, partie soutenue parce qu'il y a eu ces questions de déplafonnement. On a déplafonné les cotisations, enfin on les a plafonnées à 5 millions. On a donc pu, du coup, avoir des prestations en espèces d'un montant supplémentaire. Mais c'est vrai que c'est une évolution assez tonique. Qu'est-ce qu'on fait, nous? D'abord, on n'intervient pas. La question, souvent, c'est les arrêts de travail, je dirais, alors les médecins n'aiment pas ça, de complaisance. Les arrêts de travail injustifiés. Les arrêts de travail à répétition de courte durée. C'est souvent ça la question qui est sous-entendue quand on nous dit comment vous contrôlez. Mais enfin, on intervient très peu sur ces arrêts de travail parce que ce sont les employeurs qui ont la responsabilité d'indemniser leurs salariés pendant une durée qui en général est aux alentours d'un mois dans le code du travail. Et nous, la CAFAT, on n'intervient qu'une fois que l'employeur n'indemnise plus le salarié. Donc on intervient souvent sur des arrêts de travail qui sont plutôt longs. Et à ce moment-là, effectivement, on a des contrôles, mais des arrêts de travail plutôt longs, on a effectivement moins de risques de fraude que des arrêts de travail de courte durée. Donc je dirais on n'est pas trop dans notre champ de compétences et il faut savoir que notre contrôle médical ne peut pas intervenir, n'a pas le droit d'intervenir pour contrôler des arrêts de travail que nous n'indemnisons pas. Donc on a souvent des employeurs qui sont déçus, mais ça ne rentre pas dans notre champ de compétences. Donc notre champ d'intervention sur les arrêts de travail est un peu limité. Alors on fait des actions, on a des campagnes de sensibilisation, on a des délégués santé qui sont allés voir les médecins prescripteurs pour avoir un travail de sensibilisation sur l'homogénéisation des durées moyennes de travail, mais on est plutôt sur des arrêts longue durée. Donc si les arrêts de complaisance, comme on dit, sont une préoccupation, la CAFAT n'a pas la solution. Alors, c'est une préoccupation. Nous-mêmes, à la CAFAT, en tant qu'employeur, on est confronté à des difficultés, mais le RUAM n'intervient pas sur le premier mois d'arrêt de travail. Merci. Donc écoutons maintenant 3 questions concernant le secteur privé et ambulatoire, puis nous passerons au 4e débat de la soirée. Comme tout le monde, je constate qu'il y a un problème de trésorerie et que c'est un peu le même problème qu'en métropole et qu'à mon avis, il y a beaucoup trop de prestations, tous les transports de malades ou vraiment des frais d'ambulance, enfin de taxi qui sont vraiment énormes et qui pourraient être vraiment limités. Pourquoi est-ce que les médicaments ne sont pas vendus à l'unité? Ça éviterait un petit peu le gaspillage. Je me suis fait mal en faisant du sport et du coup ça n'a pas été pris en charge par la CAFAT au niveau des soins de kinésithérapie et je voulais savoir pourquoi tout n'est pas pris en charge parce que je cotise comme tout le monde et voilà. Donc là, on parle du secteur privé libéral hors clinique. Le secteur privé libéral, c'est effectivement un des 2 gros postes que je vous ai montré tout à l'heure. 21 milliards de francs, 36% des dépenses. D'une année sur l'autre, on prend plus de 1 milliard de francs. Donc effectivement, c'est un secteur qui est important. Dans ce secteur, les
principaux postes de dépenses dans l'ordre sont la pharmacie, à peu près 7 milliards en 2014, les honoraires des médecins libéraux, qui sont à 3,7 milliards de francs, auxquels il faut ajouter 1,3 milliard d'honoraires dans les cliniques, donc on est à 5 milliards de francs pour les médecins libéraux. Nous avons ensuite les dépenses infirmières à 2,4 milliards et enfin la dialyse. Voilà les 4 gros postes de dépenses. En ce qui concerne les questions, alors je vous ai quand même classé les postes concernés par ordre de grandeur. La pharmacie, donc la dame nous dit, mais pourquoi est-ce qu'on ne peut pas faire ce qu'on appelle la dispensation à l'unité, c'est-à-dire on remplace la boîte de médicaments et la notice par un flacon et un nombre de gélules qui dans certains cas est plus restreint que ce que l'on aurait si on donnait une boîte de médicaments. C'est une piste qui est intéressante, elle existe dans certains pays. Évidemment, il faut l'évaluer. Il n'est pas certain que les intérêts financiers soient si importants que cela. Et notamment, il faut mesurer les coûts de gestion. Ça veut dire que la pharmacie, elle doit être équipée, elle doit pouvoir sortir les médicaments des boîtes, elle doit pouvoir les trier, elle doit pouvoir en assurer le suivi. Donc il y a un certain nombre de coûts de gestion. Il n'est pas certain qu'en Nouvelle-Calédonie, ces coûts de gestion-là soient faibles. Donc il faudrait évaluer. En ce qui concerne la kiné, on a une question qui est l'inverse des autres. La dame, elle ne demande pas qu'on maîtrise les dépenses, elle demande qu'on lui rembourse les séances de kiné. Alors c'est vrai, le régime ne rembourse pas tout. Et ne rembourse pas des choses qui sont maintenant essentielles. Alors, il n'y a pas que les séances de kiné dont on va parler à l'instant qui ne sont pas remboursées. Les soins dentaires sont mal remboursés. Quand vous achetez des lunettes, vous avez vu que ce n'est pas super remboursé non plus. Ça fait partie des orientations des régimes d'assurance maladie, en général, qui ont été décidés après la guerre. Et on n'a pas beaucoup évolué sur ces domaines-là, mais compte tenu de la situation du régime, je ne suis pas sûre qu'on va évoluer dans les prochains jours. Alors les séances de kiné, ce qu'on fait simplement, c'est qu'on rembourse quand même toutes les séances de kiné qui sont liées à des accidents graves, à des séjours hospitaliers importants, à des opérations importantes. Si vous avez un AVC, on va vous rembourser les séances de kiné qui suivront. Ça coûte quand même près de 800 000 francs, les séances de kiné après un AVC. Et donc là, sur le pépin grave, le RUAM sera présent. Enfin, les transports. Le transport, c'est un poste qui est très tonique, 12% de dépenses d'une année sur l'autre, 1 milliard de francs dépensés en ambulance. La question surtout sur le transport, la question qui se pose très souvent, c'est est-ce qu'on fait des transports sanitaires ou sociaux ? Est-ce que toutes les prescriptions de transport répondent à des besoins médicaux ou est-ce que par moment ça répond à le fait que personne n'a voulu se déplacer pour accompagner le vieux monsieur à l'hôpital parce que la personne n'a pas d'argent et que finalement le transport ambulancier régule aussi certains besoins sociaux. Alors on essaye évidemment de contrôler cela, mais certainement sur les transports il y a parfois des choses qui pourraient être améliorées. On va passer à l'analyse par type d'assurance. C'est assez facile. On a 3 types d'assurance, la maternité, le petit risque, vous allez chez le médecin, on vous remboursera 40%, c'est ça le petit risque, et puis la longue maladie, si vous avez une maladie grave. Quand vous regardez par type d'assurance, la longue maladie, c'est 58% de nos dépenses, pour 17% de nos assurés. Donc là, on n'est plus sur une réflexion, est-ce que c'est la pharmacie qui coûte, on regarde par type d'assurance, on a une autre vision. Et c'est intéressant, vous voyez qu'un Calédonien sur 2 est en longue maladie lorsqu'il a plus de 60 ans. Cette évolution est inexorable. On pense que la longue maladie, dans les 3 ans à venir, pèsera plus de 70% de nos dépenses. Ce qui est intéressant dans la longue maladie, c'est de voir qu'est-ce qu'on paye. Et donc là, on voit la répartition des pathologies. La moitié des pathologies de la longue maladie que vous connaissez tous, le diabète, l'hypertension artérielle, les insuffisances cardiaques, la moitié, c'est ce qui est en orange, ce sont des maladies qu'on pourrait éviter, freiner par de la prévention, des comportements sains, des actions sportives, de l'hygiène alimentaire, toutes ces campagnes
comme je pense vous tous connaissez tous ces comportements dont nous sommes tous persuadés qu'ils sont importants, eh bien on les retrouve dans la répartition des longues maladies prises en charge par le RUAM. Et là, on ne va plus parler d'actions de régulation et de contrôle comme on l'a fait jusqu'à présent quand on fait une analyse par poste de dépenses. On va essayer de développer de la prévention, des campagnes de sensibilisation partout, à l'école, par les coutumiers, etc. Troisième et dernier poste d'analyse, type d'analyse. Alors on est toujours sur notre globe terrestre, on se déplace un peu et on essaye de regarder, c'est une analyse médicalisée des dépenses. En gros, il s'agit de reprendre l'ensemble des dépenses de santé et on regarde globalement qu'est-ce qui nous coûte le plus cher. Parce que la dépense de santé, elle ne dépend pas seulement du coût individuel d'une maladie, mais aussi du nombre de personnes concernées. Donc si vous avez une grippe, que ça ne coûte rien, et que c'est multiplié par 100 000 personnes, ça me coûtera plus cher que si vous avez un cancer, qui coûte très cher, mais que si c'est multiplié par 3 personnes. C'est facile à comprendre. Donc on regarde une analyse médicalisée des dépenses. Alors je vous ai mis la répartition en France des coûts par pathologie. Probablement qu'on est dans une situation plus ou moins similaire. Je dis probablement parce que nous n'avons pas, à ce jour en Nouvelle-Calédonie, d'analyse de ce type. Alors cette analyse-là, elle est très intéressante parce qu'elle propose encore d'autres pistes de régulation des dépenses de santé. 63%, il n'y a pas de surprise, ce sont les pathologies qu'on connaît, dont on a parlé dans la longue maladie. Mais vous voyez, la grande barre orange, c'est l'hospitalisation ponctuelle. Et donc quand en métropole, ils ont fait ces premières analyses, ça date d'il y a 2-3 ans, eh bien, ils ont découvert que ce qui leur coûte le plus cher, c'est le séjour hospitalier non lié aux maladies chroniques. D'accord ? Donc vous allez vous casser la jambe, vous allez à l'hôpital, ça ne coûte pas si cher que ça pour votre séjour, mais c'est multiplié par un très grand nombre de personnes. Et si l'on veut faire une maîtrise des dépenses de santé et qu'on a une vision comme ça, alors on va travailler sur l'hospitalisation ponctuelle. Voilà, pour finir sur ce sujet, je voudrais simplement redire ce que nous avons souligné lorsqu'on a travaillé dans les assises de la santé sur la thématique maîtrise des dépenses. On n'a pas décidé de faire comme ça des listes d'injonctions qui finalement n'ont qu'un effet ponctuel. On a dit, avant de faire une vraie maîtrise des dépenses de santé, il faut les connaître, donc avec les différents types d'analyses que je viens de vous montrer. Il faut évaluer les pistes de dépenses, il faut évaluer ce que l'on veut faire. Si on veut faire de la dispensation à l'unité dans les pharmacies, c'est mieux de l'évaluer plutôt que de l'imposer à l'ensemble du territoire. Il faut évidemment piloter les dépenses de santé, et seulement lorsqu'on aura fait ces 3 choses-là, on pourra les maîtriser. Je crois, Nathalie, que ces axes ont été évoqués aux assises de la santé, organisées par le gouvernement et qui se sont déroulées entre juin et septembre de cette année. Je souhaitais ouvrir le 4e débat de cette soirée. Est-ce que vous avez des questions à poser à Nathalie Doucy, directrice de la branche santé ? Patrice Gauthier, président de la FPLS. Alors je ne vais surtout pas venir en opposition, notamment sur les conclusions des assises. C'est juste une précision qui me paraît importante parce qu'elle a été soulevée. Dans les pistes d'économie, on dit toujours la collaboration entre les professions libérales et les professions dites publiques, en tout cas l'hospitalisation et le privé. Je voudrais dire une chose, c'est effectivement une piste, et une piste très 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 sérieuse. Parce qu'effectivement, la question qui a été posée tout à l'heure, c'est comment on dépense, est-ce qu'on en a pour notre argent, est-ce que le même service à qualité égale, on peut le trouver moins cher dans les équipements que l'on a, ou les personnes et les compétences. Je veux juste signaler un point qui sera certainement un point crucial, c'est que jusqu'à présent, tous les appels au privé, même si ça a été moins cher qu'à l'hôpital, ont coûté en plus à la Calédonie, pour une raison très simple, c'est que la structure de dépenses est autour de ce qu'on appelle la dotation globale, c'est-à-dire que si on fait un service dans le privé, la dotation globale de l'hospitalisation ne diminuera pas. Elle ne l'a jamais fait. Ça a été le cas de la pharmacie
avec 1 milliard à peu près en valeur de vente, pas valeur d'achat, néanmoins 1 milliard par an, qui a été pris en charge par le système privé. La dotation globale n'a pas évolué. Pourquoi? Entre autres parce qu'un lit fermé aujourd'hui et un lit ouvert, ça coûte la même chose. Donc globalement, on fait un transfert, on a de la prestation, on bénéficie d'un effet réseau, mais on ne fait pas d'économie. Tout à l'heure, la ligne orange est très intéressante, c'est les hospitalisations ponctuelles. Une des réponses, qui d'ailleurs une des réponses qui est assez utilisée maintenant, c'est ce qu'on appelle l'hospitalisation à domicile. En clair, si nous mettions aujourd'hui en place l'hospitalisation à domicile, ce serait pour le RUAM, non pas une économie, ce serait une dépense supplémentaire. C'est-à-dire que ce serait un service à la population que l'on offrirait. Sur ce point, les assises de la santé ont été claires. On met le patient au centre de notre système de santé et c'est vraiment la préoccupation qui ressort. En revanche, on ne peut pas continuer à mettre le patient au centre ou le mettre au centre et dépenser plus. Une estimation, tout à l'heure on a dit que connaître était un point essentiel, donc tout ce que je vais dire mérite d'être évalué. Mais l'estimation aujourd'hui, si on était en nuitée, on serait autour d'1,6 milliard globalement des nuitées qui seraient transférables au privé, avec un coût qui devrait être autour de 50%, donc on devrait être autour de 800 millions. Tout cela, encore une fois, est avancé simplement pour donner une image. Eh bien, en clair, au lieu d'économiser 800 millions, on dépenserait 800 millions en plus. Donc il faudra bien résoudre à un moment ou à un autre, si on veut faire des économies, il faudra bien qu'il y ait des transferts de charges entre le public et le privé à qualité égale. Oui, alors la question de l'hospitalisation publique, c'est une question qu'on a beaucoup entendue. J'ai pas eu de question vidéo dessus, c'est bien dommage. Merci de l'évoquer. C'est vrai qu'il faudra certainement travailler sur l'hospitalisation publique. Je crois qu'il y a un large consensus dessus. Certainement que la dotation globale qui reste la part la plus importante, c'est pas la seule, la part la plus importante du financement de l'hospitalisation publique n'encourage pas le développement de la chirurgie ambulatoire, l'hospitalisation à domicile, etc. Notre conseil d'administration, depuis plusieurs années, réclame une part de tarification à l'activité à l'hôpital. Probablement, ça fera partie des réflexions des élus sur ce sujet. Oui, je voudrais aborder le sujet du prix du matériel médical qui est payé par la CAFAT aux fournisseurs. J'ai eu communication par quelqu'un qui travaille à la CAFAT de données, notamment par exemple un fauteuil roulant qui arrive en Nouvelle-Calédonie TTC à 17 000 francs CFP et qui est facturé à la CAFAT à 107 000 francs CFP. Un autre appareil qui est un appareil de lecture de coagulation qui arrive à 42 000, qui est facturé à une personne qui l'achète à 82 000 francs au magasin, mais si c'est remboursé par la CAFAT, c'est remboursé à 144 000 francs CFP. Un lit médicalisé électrique, le même modèle est vendu 50 000 francs moins cher au salon des seniors que le prix facturé à la CAFAT. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose à faire dans la réglementation pour que le modèle de remboursement et de ces matériels médicaux reviennent à des prix qui soient favorables à la CAFAT, parce que ça paraît bizarre de payer 10 fois le prix d'un matériel qui est importé. Oui, ça fait partie des pistes nombreuses que nous avons pour maîtriser les dépenses. On est en train de faire un travail sur ce sujet-là. Donc, je ne vais pas m'étendre sur les tarifs que vous venez d'évoquer, mais tous les coefficients qui sont appliqués au remboursement de ce qu'on appelle les matériels médicaux de la LPPR vont faire l'objet d'une proposition en commission de santé prochainement. Une année, le gouvernement avait demandé à la CAFAT d'envoyer un état des dépenses des assurés pris en charge en longue maladie. Ça avait fait le buzz, mais ça responsabilisait les assurés. Est-ce que ça, c'est une piste aussi qui a été évoquée au niveau du gouvernement, de responsabiliser l'assuré? Parce que le pris en charge à 100%, c'est peut-être pas une bonne méthode.
Donc ça, c'est la première question. Et la deuxième, c'est toujours en lien avec le gouvernement aussi. La dotation globale de la CAFAT, la dotation globale, elle est calculée par rapport à la population couverte par le RUAM. Du coup, on en prend une grosse charge. Mais est-ce qu'on sait la population qui est réellement couverte? Parce qu'il y a quand même beaucoup d'aides médicales sud et nord et îles qui sont hospitalisées au CHT. Et est-ce que les provinces, elles cotisent, elles dotent le CHT vraiment à hauteur de ce que les gens coûtent finalement? Alors, d'abord, tous les membres du conseil d'administration disent bah non à la deuxième réponse. Alors, la première question sur la responsabilisation des assurés, ça aussi c'est un thème dont on a beaucoup entendu parler aux assises. Alors, plus précisément sur l'information qu'on faisait, on a fait effectivement une année, on a envoyé à tous les assurés en longue maladie, à la fin de l'année, le montant des dépenses de prestations qui avaient été remboursées par la CAFAT pour leur compte. Et effectivement, les gens qui sont en longue maladie n'ont aucune idée du montant des dépenses qui ont été engendrées par leur situation. On a eu des réactions mitigées. On a eu des gens qui nous ont dit « Merci, je n'avais aucune idée du coût, je sais pas, de mon Evazan, et je remercie beaucoup la CAFAT de m'en informer, je suis très content. » On a eu ça. Et on a eu aussi des gens qui ont très mal pris, ce qu'on peut comprendre, des gens qui étaient en situation peut-être de grande détresse ou des pathologies très graves et qui ont trouvé qu'on les culpabilisait plus qu'autre chose. Nous, on ne perd pas l'idée de communiquer sur le coût des dépenses de santé. Peut-être pas de cette manière-là, peut-être pas une fois par an, peut-être pas spécifiquement sur la longue maladie. On pourrait peut-être envoyer des informations une fois par mois ou par trimestre sur tous les coûts, donc maladie, longue maladie, petit risque, à tous les assurés. Il faudrait qu'on évalue de quelle manière on pourrait effectivement informer les gens de ce que l'on prend en charge pour eux. Dès que c'est en tiers payant, ils ne voient rien. En ce qui concerne le montant de la dotation globale et la répartition, en gros, la CAFAT paye 80% de la dotation globale, les provinces payent le solde. Et pendant longtemps, on a eu des études, pas complètement détaillées, mais qui permettaient de penser que le nombre d'assurés relevant du REAM et celui relevant des provinces n'étaient pas tout à fait identiques à cette clé de répartition. Ça a peut-être bougé, particulièrement pour le CHT. Je pense que c'est encore vrai pour le CHN. Donc, il est très probable que le REAM finance un peu plus qu'il ne devrait sur la dotation globale des hôpitaux. Ça fait l'objet de grandes contestations de notre conseil d'administration, l'objet de discussions avec les provinces qui ont évidemment une position tout à fait différente et d'arbitrage du gouvernement sur le sujet.